Et on parle aujourd'hui de l'avenir énergétique et il ne s'annonce pas rose. Énergie fossile qui serait en train de disparaître, pollution et une population mondiale qui s'accroît. C'est une vraie guerre de l'énergie qui se profilerait à l'échelle internationale. Un véritable enjeu géostratégique en tout cas. On le constate avec la crise ukrainienne et la Russie qui pourrait couper le gaz à plusieurs pays européens. On en parle avec vous, Samuel Furfari. Vous êtes professeur de géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Samuel Furfari, l'Europe risque-t-elle d'avoir froid cet hiver ? Ça dépend des conditions météo. Napoléon a eu très froid aussi en allant vers Moscou, n'est-ce pas ? Non, plus sérieusement, il ne devrait pas y avoir de problème d'approvisionnement gazier cet hiver, ni les prochains. D'une part, la Commission européenne a pris toute une série de dispositions pour faire face à des ruptures ou des difficultés, réserves, c'est ça, des réserves stratégiques, mais également des méthodes beaucoup plus techniques qui permettent d'assurer l'avenir. Par ailleurs, on ne doit jamais perdre de vue que les contrats gaziers que nous avons avec la Russie, il ne s'agit pas d'un contrat de la France avec la Russie ou de l'Union européenne avec la Russie. Ce sont des contrats d'entreprise avec Gazprom. Et ce sont des contrats qui ont été signés pour 20, 25 années. Donc il y a des contrats qui doivent être respectés. Il y a des engagements commerciaux. Mais il peut y avoir rupture de contrat, ça c'est déjà vu. Pas dans ce domaine, parce que ce sont des contrats qu'on appelle en anglais take or pay, c'est-à-dire à prendre ou à laisser. Ce qui veut dire qu'il y a une obligation d'acheter même. Alors, a fortiori, s'il y a une obligation d'acheter, il y a une obligation de vendre. Donc, ce n'est pas du tout comme le problème de l'approvisionnement d'une autre ressource. Il y a l'exemple de l'Ukraine, malgré tout, aussi. Mais l'Ukraine n'avait pas des contrats du même type. Et puis, avec l'Ukraine, c'est un problème de prix, fixation du prix. Il n'y a pas d'accord sur le prix auquel les Ukrainiens doivent acheter le gaz en Russie. Tandis que du côté européen, le prix est fixé par des formules qui sont indexées sur le prix du pétrole et autre chose. Ça pose malgré tout la question de l'indépendance énergétique en Europe, encore une fois. Oui, tout à fait, mais c'est une question lancinante. Elle est là depuis des années et il n'y a pas de bâton magique, de baguette magique. Il faut prendre son mal en patience. Ça va encore durer longtemps parce que malheureusement, l'Union européenne a besoin de beaucoup d'énergie et nous avons peu de ressources. Nous avons commencé à nous préoccuper d'approvisionnement énergétique dès 1956. Il n'y a rien de nouveau. Mais comment l'Europe peut-elle devenir indépendante ? Est-ce qu'elle peut d'ailleurs devenir indépendante ? Non, elle ne peut pas devenir indépendante et c'est pas un objectif. Le problème n'est pas de devenir indépendant. Le Japon importe 98% de son énergie. Nous en importons 57%. Donc on n'est pas dans la même situation que le Japon. Nous avons vraiment encore beaucoup de marge pour être aussi dépendant que le Japon. Et pourtant, le Japon n'a pas un grand problème. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut faire, c'est gérer la dépendance énergétique. Gérer cette dépendance. Non pas espérer l'éliminer, mais bien la gérer. Mais les énergies renouvelables, ça peut être une solution malgré tout, si on les développe. Tout à fait. C'est pour ça que l'Union européenne développe les énergies renouvelables. Mais on ne le fait pas. C'est le bon élève mondial, d'ailleurs. Oui, nous sommes les premiers, en effet, en Europe, nous sommes les premiers. Mais nous avons commencé dès le choc pétrolier de 73. En 74, on a mis en place des politiques de développement d'énergie renouvelable. Il y a 40 ans qu'on travaille sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui ? On peut aller plus loin, mais ça prend du temps et ça coûte cher aussi. Il faut être conscient. Une volonté des gouvernements également. La volonté des gouvernements, elle existe. Puisque déjà l'Europe a un objectif de 20% d'ici 2020 et elle a un objectif de 27% en 2030. Donc la volonté politique y est. C'est plutôt une question économique, un problème de coût. Alors, vous savez aussi être provocateur. Il y a le titre de votre livre, « Vive les énergies fossiles ». Alors qu'on parle beaucoup de la disparition du pétrole, du gaz, mais vous avez aussi une solution avec le charbon. Oui. On avait oublié le charbon, hein. Oui, le charbon est une énergie très importante dans le monde. Surtout pour la production d'électricité, sa demande est en train de croître partout, y compris en Europe, faut pas croire. On fait souvent l'amalgame mine de charbon
et utilisation du charbon, ce sont des choses tout à fait différentes. On ne va pas réouvrir des mines de charbon en Europe. Le but n'est pas d'ouvrir des mines de charbon en Europe, mais d'utiliser du charbon, bien entendu. Et le faire de manière beaucoup plus propre qu'on ne l'a fait dans le passé. Oui, le problème du charbon, c'est que c'est extrêmement polluant. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a aujourd'hui des technologies qui permettent d'utiliser le charbon de manière beaucoup plus propre que par le passé. C'est pas encore au point, c'est vrai. On parle d'une combustion mieux contrôlée, un meilleur lavage des fumées et des vapeurs et une captation du CO2. Tout ça est en place depuis aussi 1974, parce que on sait très bien qu'il faut trouver des solutions de remplacement. Et tout cela est en place depuis des années, et ça avance, ça progresse, on améliore. Et grâce à cela, la Chine, l'Inde, le Pakistan utilisent de plus en plus des technologies propres. Donc, contrairement à ce qu'on dit partout, on pollue, mais c'est pas vrai. On utilise de plus en plus des technologies super performantes. Les progrès que nous connaissons tous en matière de téléphonie, pour prendre un exemple simple, ou bien d'automobile, ça existe également dans le secteur électrique. Mais concrètement, comment on extrairait le charbon en Europe ? Non, il ne s'agit pas d'extraire du charbon en Europe, il s'agit d'importer du charbon en Europe. L'Europe est en train de fermer ses charbonnages, il va rester surtout un grand pays producteur, c'est la Pologne, qui va sans doute pas arrêter ses houillères, mais il y a aussi le lignite, qui est un produit utilisé massivement en Allemagne et dans d'autres pays de l'Est de l'Europe, et l'Allemagne n'arrête pas d'arrêter de produire du lignite. Alors, vous parliez de la Pologne, ça nous amène justement sur la question du gaz de schiste. La Pologne, qui voudrait exploiter son gaz de schiste, c'est décrié en France notamment. Il est exploité aux États-Unis. Le président américain Obama a proposé aux Européens son gaz de schiste. On l'écoute. Sortez! Non, petit souci technique. Voilà, Barack Obama a proposé justement donc son gaz de schiste aux Européens. Pourquoi ? C'est provocateur à votre avis ? Non, c'est pas provocateur. Il y a une véritable révolution dans le domaine de l'énergie. On ne s'en aperçoit pas vraiment, mais c'est quelque chose d'extrêmement structurant qui est en cours. Et cela a même conduit, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, au fait que la géopolitique a complètement changé. Vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Si nous étions il y a 10 ans, le prix du pétrole serait arrivé à $300. Il ne se passe absolument rien malgré le désastre qu'il y a au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce gaz de schiste aux États-Unis. Et mieux que ça, le pétrole de schiste. Et donc tout cela met en place une nouvelle dynamique dans le domaine de l'énergie. Malgré tout, selon l'Institut du développement durable et des relations internationales en France, sur le long terme, la contribution sera plus modeste aux États-Unis justement. Et l'impact s'est fait surtout sur les industries, mais pas pour les particuliers, notamment en termes de coûts. C'est pas tout à fait comme ça. Ce qui se passe, c'est que la production du gaz de schiste était si abondante que le gaz est bon marché, et donc l'électricité est bon marché, et toute l'énergie devient bon marché aux États-Unis, ce qui relance l'industrie manufacturière, ce qui relance la création d'emplois. C'est pour ça que M. Obama est très content. Il y a des emplois au niveau local. Mais une fois que c'est fini, on va ailleurs. Il n'y a pas d'impact au niveau local, mais vous installez une éolienne, il n'y a pas d'impact au niveau local non plus. Vous installez un panneau photovoltaïque, il n'y a pas d'impact au niveau local. C'est un problème global. Il ne faut pas uniquement voir l'impact local. Si vous voulez faire de l'impact local, il faut faire de l'efficacité énergétique. Là, on peut créer des emplois locaux. Mais dans les autres domaines, que ce soit renouvelable ou pas, il n'y a pas beaucoup d'emplois locaux. Est-ce qu'une des solutions aussi, ce ne serait pas de consommer moins, tout simplement ? Oui, et c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Nous sommes en train de réduire et de découpler la consommation d'énergie avec le PIB. Le PIB continue à croître, même lentement malheureusement ces dernières années, et la consommation d'énergie continue à diminuer. Nous sommes de plus en plus efficaces. Nous sommes d'ailleurs les champions avec les Japonais de l'efficacité énergétique en Europe. Oui, mais quand on voit par exemple, c'est la dernière question, l'émergence d'une classe moyenne en Asie, en Afrique, qui veulent aussi consommer, ça pose la question du droit à l'énergie, ça la pose aussi d'autres problématiques, non ? Eux aussi, ils vont vouloir consommer. Oui, exactement. Et il faut tenir compte qu'il y a dans le monde 1,3 milliard d'êtres humains qui n'ont pas d'électricité. 2,7 milliards qui cuisinent avec du bois, pour ne pas dire autre chose. Et donc ces gens-là ont besoin d'énergie. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est « Vive les énergies fossiles », parce qu'ils ont besoin d'énergie fossile pour se développer. Merci Samuel Furfari d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Merci de l'invitation.